Salut à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Et on va pouvoir commencer ensemble ce live alors qu'il y a déjà pas mal de monde. Salut Eric, Spochetron, bonjour à tous. Non à la loterie. Non, la loterie, c'est pas un complot. On va en parler. Salut d'Ismaël, bonjour tout le monde. Anti-Conspiracy Watch a rejoint le chat. Bonjour à tous, salut Nathan. Salut à toi, fan des Celtics, envie de crever. Ah oui, malheureusement. Malheureusement. Alex, bonjour, on t'entend. Bah super. Bon, on va y aller. J'avoue qu'aujourd'hui, je vais pas parler des matchs. Exceptionnellement, déjà, j'ai pas eu le temps de les voir ce matin. Sur mon temps libre, j'ai bataillé avec YouTube, malheureusement, pour mettre en ligne le podcast du jour. J'ai fait un podcast pour... hop, on va couper le son d'ici. Podcast qui est sorti ce matin sur Denver OKC. On a un peu détaillé tout ça. Donc, si ça vous intéresse, j'ai pas eu le temps de regarder les matchs. J'ai pas eu le temps de voir les matchs donc ce matin très tôt. On peut se faire un tour rapide. Elle est où? C'est ici. Ouais, c'est ici. Mais peut-être on en parlera ce soir. Je vais voir si Azad et Baptiste sont disponibles et éventuellement pour parler des matchs, si je peux les voir un peu dans l'après-midi. Donc voilà, New York, Boston, victoire de New York 3-1. Et de l'autre côté, pareil, Minnesota, Golden State, victoire des Wolves 3-1. Bon. En plus, on est sur un jour où les matchs sont pas... Alors, il paraît que le New York-Boston était pas mal, assez intéressant, mais c'est vrai qu'on est quand même sur la déception de la blessure de Tatum, quoi, qui a l'air d'être sacrément salé, on va dire, comme blessure. Avec, si c'est le tendon d'Achille, le problème c'est que vu le timing, on est en plein playoff, non seulement ça va te gâcher, à mon avis, deux opportunités. Ça te gâche la campagne 2025, et peut-être même 2026 en fait. Parce qu'au final... alors attendez, j'ai oublié de remettre le chat normalement, après l'attaque de nos amis les bots d'hier. Hop, voilà, comme ça on voit vos messages, en tout cas on essaye. Bref, donc ouais, potentiellement ça peut coûter deux campagnes, cette blessure, c'est un peu, c'est le pire possible. C'était le timing, souvenez-vous, pareil de Jamal Murray à Denver qui se blesse, alors c'est pas en playoff mais c'est en mars je crois, non ? Mars 2021 ou avril 2021, un truc comme ça, juste avant les playoffs. Donc ouais. Bon, bref, Boston, un peu décevant. On verra, peut-être qu'on fera un live à 21h30 ce soir avec Baptiste et Azad. J'ai pas... Il faut encore que je vois avec eux s'ils peuvent être là ou pas. Si moi je peux voir les matchs également ou pas, je pourrais tenter de le refaire ce soir tout seul pour parler des matchs. Mais ouais, voilà. Je regarde les stats vite fait au cas où. Qu'est-ce qu'on a des trucs un peu notables ou pas? Non, pas tant que ça. Qu'est-ce que... Bon, bref. Est-ce que vous avez des remarques d'ailleurs sur le match? Dites-moi, je vous lis. Mais donc voilà, ce match-là, malheureusement, si on doit si on doit voir une attaque de Boston sans Tatum, ça va être un peu short. Donc peut-être que les Knicks en finale de conf contre les Pacers, ça va être la surprise du chef à l'Est pour le coup. Et puis de l'autre côté, Minnesota gagne aussi contre Golden State. D'après ce que j'ai compris, il y a eu de la zone. Il y a eu beaucoup de zones, ce qui paraît assez logique quand t'es face à une attaque des Warriors sans Curry, donc une attaque avec pas tant que ça, un peu moins de shooting et surtout un peu moins de création de chaos. Bon bah tu restes en zone et personne peut venir un peu perturber la zone, quoi, pour le coup. Autant la zone des Rockets c'est un peu fait exploser parce qu'il y a shoot autour de Curry et Curry se baladait un peu partout, création de décalage, etc. Autant là ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué et je crois que alors attendez, je vais aller chercher le box score un peu traditionnel s'il veut bien. Voilà, hop, donc 117-110 pour les Wolves face aux Warriors. Et je crois que Butler a pas fait un gros match. Ouais, 5 sur 9 au niveau du tir, 14 points à peine. Mais déjà, première chose, s'il y a de la zone, c'est compliqué. Et on voit que la zone se démocratise de plus en plus. On a parlé de Denver OKC, c'était quasiment à temps plein, la zone de Denver. Et puis, non, je vois aussi pas mal de tweets ce matin en mode oui, mais la série montre actuellement à quel point Curry est valuable. Évidemment, mais après il n'y a pas que ça. Je sais pas s'il y a des fans des Warriors là dans le chat, mais j'ai quand même un peu l'impression que on a un Butler qui est parmi totalement, quoi. Ou alors il est vieux par rapport à il y a 2 ans, mais bon, j'y crois pas trop. Mais je pense qu'il y a un aspect où il est revenu de blessure, de sa chute assez sévère, et que si on avait le vrai Butler de 2023 ou un Butler pas blessé, peut-être qu'on aurait plus, quoi. Mais ouais. Butler avait 0 espace, en effet, nous dit Nissia, ouais. Quand Tatum se blesse, c'est déjà un peu perdu pour les Celtics, ouais, je suis un peu d'accord, bam, tout à fait. Sans spacing, c'est compliqué de contrer ça, ouais.
Hop, apparemment Butler malade d'après Green. Malade, ouais alors malade mais aussi le côté je pense de sa chute non contre les Rockets où il a été match 2. Le drop de Porzingis c'est catastrophique. Ok pour Boston New York. Ouais mais c'est un peu on pouvait s'en douter ça. C'était un peu l'aspect de Brunson c'est peut-être le meilleur de NBA ou un des meilleurs pour attaquer les drops. Donc ouais. Mince, tu parles pas du match des Knicks. En tant que fan, j'ai adoré. On n'en parle pas aujourd'hui, maintenant. Je vais voir si je peux peut-être en parler ce soir si je refais un live. Mais là, j'ai pas pu voir les matchs ce matin. Donc voilà. Non, on va parler un peu free flow de la loterie, hein, si ça vous dit. Puis il y a quand même pas mal de choix, de trucs assez intéressants à en dire. Mais voilà, Wolves 3-1 par rapport aux Warriors. Donc je pense que le gagnant de la série OKC Denver pourrait être le champion. Ça pourrait un peu ressembler à ça en tout cas. Alors que Indilax nous dit bonjour, ouais notre choix part pas à OKC. De qui tu parles? Qui c'est qui avait un choix qui devait partir à OKC? Qui devait partir à OKC? J'ai pas la ref. Dis-moi de qui es-tu fan? On veut juste entendre parler de Las Vegas pendant 45 minutes. Ouais, on va voir. Salut Moussab Bakes, pardon. Salut à toi et bienvenue. Ouais, donc la loterie. Il y a pas mal de trucs à dire. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de la loterie? Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Ah, par rapport aux Sixers, si ok, ouais. Oui, c'est vrai. Donc la loterie, est-ce que je peux l'avoir là sur Basket USA? Est-ce qu'on a l'ordre? Oula, c'est pas très joli ça, tout ça. Donc Dallas qui remporte la loterie. Donc numéro 1, les Spurs numéro 2. Moi alors, j'avoue que je misais sur Utah ou les Spurs pour le numéro 1 par rapport à ça. Bon, j'ai été ça s'est avéré faux. Mais d'accord. Sixers numéro 3 également. Sixers c'était quoi? Vous aviez quoi? Vous aviez le 6ème plus grand total, non, de proba d'avoir le first pick, c'est ça? Ou de monter Alors attendez, il faut que je vérifie ça aussi. Mais je crois qu'il y avait un truc comme ça, non? Où le pick... ouais, 5ème. D'où le tanking de fin de saison. Parce que le choix était protégé que top 6, je crois. Donc ouais, effectivement. Nos pauvres amis de Charlotte qui sont que 4ème. Utah n'est que 5ème et Washington n'est que 6ème. Pelicans 7ème. Ok. Brooklyn 8ème. Alors Brooklyn, comment ça se fait que Brooklyn soit là? Comment ils ont fait Brooklyn pour être que 8ème alors qu'ils... J'ai l'impression qu'il y a quand même une saison un peu nulle. Comment ils ont fait? Est-ce qu'il y avait plus de victoires? Il y a des gens qui ont mieux tanké. Je ne sais pas. Toronto 9ème. Je vois les fans de Toronto aussi un peu déçus, mais en même temps, Toronto, pour le coup, c'est quand même parmi les équipes un peu nulles. Une équipe qui a proposé du fond de jeu, une équipe qui a fait quelques belles victoires. Donc c'était pas un tanking complet, quoi, pour le coup. Et c'est aussi une équipe qui, clairement, joue un peu le milieu de tableau. Toronto, on est sur... déjà, Scottie Barnes, c'est déjà un bon joueur établi. Il y avait des bons role-players. Il y avait Bon, Quickley a pas fait une saison complète, Quickley. Mais voilà, les mecs qui ont signé aussi Brandon Ingram. Il y a Jakob Poeltl, qui est un mec immensément compétent aussi, qui n'a pas dans des équipes de tanking. Donc bon, voilà. Donc au final, ensuite, on a Houston 10ème via Phoenix. Donc attendez, c'est quoi ce pic là? C'est le pic de Houston-Brooklyn, je crois. Je crois que c'est le pic de Harden, du trade de Harden de Houston vers Brooklyn, plus un mélange l'échange de Kevin Durant, je crois. Je crois Kevin Durant de Brooklyn à Phoenix. Donc il y avait des swaps, swap d'un côté, swap de l'autre. Il me semble que c'est un peu ça. Ensuite, Portland 11ème, d'accord. Les Bulls qui ne sont que 12ème. Atlanta 13ème via Sacramento. Comment ça, via Sacramento? C'était quoi déjà cette histoire? Ouais, merci Fred. Les probas sur Tankaton. Ouais, on va aller voir ça. C'était quoi l'échange Atlanta-Sacramento là, j'en loupe un ou pas? C'était quoi? C'est Zach LaVine? Non mais non, pas Zach LaVine, qu'est-ce que je dis? Bon, j'ai pas en tête, c'est pas très grave. Les Spurs de nouveau 14ème, puisque là c'est le pic d'Atlanta qui était non protégé. Donc ça fait 2 pics, mine de rien. Et puis après c'est plus de la loterie. Très bien. Bon, et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Comment vous êtes réveillé? Est-ce qu'on est en mode complot ou pas? Est-ce qu'on y croit ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'avoue que je me suis déjà exprimé là-dessus depuis quelques mois, mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Huerter, ok, ouais, le trade de Huerter. Ok, très bien.
J'embrasse volontiers le complot, mais même sans ça, c'est terrible pour la NBA. Zéro crédibilité et la preuve que ton cibier est moisi sur la loterie. Autant supprimer les petits marchés. Bon, bah c'est un peu le truc pour moi. C'est un peu le truc, c'est que je trouve que on a... en fait, la conversation, on n'a même pas besoin d'aller vers c'est truqué ou c'est pas truqué, je trouve, parce qu'il y a un aspect où même si c'est pas truqué, même si c'est totalement organique et même si c'est totalement aléatoire, totalement la chance, l'aspect du tirage qui donne Dallas alors que il y avait vraiment 1% de chance ou je sais pas combien, 1,8% non, un truc comme ça. En fait, quoi qu'il se passe, complot ou pas complot, ça donne une mauvaise image quoi pour la NBA parce que ça survient 3 mois après le trade le plus bizarre de l'histoire de la NBA, le plus louche. On avait un peu commencé à essayer de comprendre, à rationaliser, on avait compris que Nico Harrison, bon, il y avait un problème humain avec Luka Doncic, on a compris que, en tout cas moi c'était un peu mon truc, c'est de dire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un complot. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un complot à grande échelle entre la NBA et Dallas, en mode oui, mais le nouveau proprio, Patrick Dumont, il gère des casinos. Il y a une histoire un peu louche de casinos, le Texas qui accepte pas les casinos. Finalement, tout ça c'est pour affaiblir la franchise et pour la faire déménager à Vegas, où on sait qu'il y aura une franchise à Vegas, mais en plus, Vegas c'est la terre où on peut parier, hein, donc on pourra mettre des casinos à Vegas. J'avoue que moi j'étais prêt à défendre la NBA et Dallas à l'époque, en mode je pense que les gens sont plus souvent incompétents et de bonne foi mais incompétents, plus que dans le complot. Après on n'en sait rien, mais j'avoue que moi je croyais pas trop au complot. Là, c'est vrai que, je vais pas dire que j'y crois, mais en tout cas, je pense que pour le grand public, c'est pas top quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un tweet qui du coup a pas mal tourné, parce qu'au final, Dallas a eu le first pick, mais hier j'ai tweeté en mode mais en fait, Dallas ne peut pas avoir le first pick, c'est pas possible. Tu peux pas, si t'es Adam Silver, tu peux pas laisser faire ça. Bon, tu peux pas laisser faire ça, c'est un peu en mode un peu provoque évidemment, mais non, mais c'est pas possible pour l'image quoi. Pour l'image de la NBA, c'est quand même cata, parce que là le grand public va se dire mais c'est truqué. Non seulement c'est truqué parce que Dallas avait des chances assez pas top d'avoir le first pick évidemment, mais non, mais en plus 3 mois après ce trade quoi, 3 mois après cet échange très louche de Doncic, bon c'est bizarre. Et peut-être qu'il n'y a pas de complot, peut-être qu'il n'y a pas de complot du tout, et peut-être que c'est juste le hasard, hein, comme tous les ans, c'est juste des coïncidences, hein. Même si on pourrait discuter des coïncidences qui, quand elles se recoupent toutes, ça devient quand même très très improbable, mais soit, mais en tout cas, même si c'est le hasard, c'est quand même pas top pour le business, quoi. Parce qu'en fait, il y a quand même un principe de base, je sais que pas mal de monde fait un peu la comparaison avec le catch, comment ça s'appelle, WWE, c'est ça, non, un truc comme ça, mais ouais, ok, bon, le catch, c'est truqué. Le catch, on le sait tous que c'est truqué, mais on regarde quand même, parce qu'il y a le spectacle et tout, d'accord. Mais sauf que je trouve que le contrat un peu tacite passé entre la ligue d'entertainment, qui est le catch, et ses spectateurs, il n'est pas pareil que le contrat entre la NBA actuelle et finalement le public et son public. Parce que le catch, on sait que c'est truqué de base. Là, il y a un aspect où on pense que c'est pas truqué, on pense que c'est le hasard. La loterie, c'est le hasard, tout le monde a le même nombre de chances. Voilà, on n'est pas sur une ligue truquée, on n'est pas sur... Plutôt, on va utiliser un autre mot, pardon. On n'est pas sur une ligue où c'est scénarisé. Voilà, ce terme est peut-être un peu mieux. Mais donc c'est en ça où moi je trouve qu'on peut pas faire une comparaison, une analogie du 1 pour 1, quoi. Parce que comme dire, l'accord tacite entre la ligue, le business d'entertainment et son spectateur n'est pas pareil. Le catch, tu regardes malgré le fait que tu saches que c'est truqué ou que c'est scénarisé. La NBA, c'est pas censé être ça. Donc, encore une fois, hein, sans même rentrer dans le c'est un complot, c'est truqué, la loterie, là pour moi il y a un aspect où il y a plein de gens qui sont énervés. On en a parlé un peu sur Twitter, on en a parlé un peu dans le Discord du Basket Lab aussi, avec Simon, notamment Simon Alingua de Miami France, avec qui j'en discutais. Mais voilà, moi je pense que ça peut rebuter un peu des fans lointains, mais Simon, qui est très fan, hein, évidemment, qui me disait que lui, même lui en fait, pas que les fans lointains, lui qui a investi beaucoup de temps, etc., voilà, qui suit la NBA, il est en mode, bah non, c'est justement parce que j'ai autant investi que ça peut aussi me dégoûter, quoi. Donc ouais, c'est un peu malheureux. Et d'où mon tweet de hier soir qui a mal vieilli. Hein. Mais non, mais tu peux pas laisser faire ça, quoi. Dallas peut pas avoir le first pick parce que c'est un peu cata pour l'image, quoi. Mais ouais. Les Lakers avaient bien eu le pick 4 avec des probas éclatés en 2019. Oui, mais bon,
Bon, ça aide d'avoir un pick numéro 4 que tu peux ensuite refourguer aux Pelicans pour Anthony Davis, quoi. Hein, ça aide. Donc, à quel point est-ce que c'est anti-complot ou pas, ça, je ne sais pas. Le first pick devrait être lock entre les 4 pires bilans de NBA, je pense, nous dit Anto. Bah, c'était le cas avant. Je crois que c'était pas 4, c'était 3 avant. Mais il y avait ce truc de quand t'étais dans les pires 3 bilans de NBA, t'étais assuré d'avoir un choix top 3, en fait. Ou alors 3 dans le top 4, un truc comme ça. Et sauf qu'au final, pour lutter contre le tanking, ils ont voulu aplanir les probas. Mais sauf que moi je trouve ça débile en fait. Parce que en fait, c'est vouloir mettre un pansement sur une jambe de bois. Le problème, les gens ne tankent pas parce qu'il y a des hautes probas d'avoir un pic, ou plutôt aplanir les probas n'est pas assez. Le problème en soi, enfin le problème, si tu considères que c'est un problème de tanker, mais le problème, c'est la draft en soi. Le problème, c'est de récompenser les pires équipes avec les meilleurs joueurs. Et finalement, essayer d'aplanir un peu les chances, ça ne fait rien, parce que regardez le Jazz, regardez Charlotte, regardez Washington, t'as pas d'équipe, t'es incompétent, t'as pas assez de talent pur, etc. En fait, même si la proba elle est de 14% plutôt que 25%, ben, tu vas quand même tanker en fait. Parce que le système est ainsi. Le système est ainsi. Et pour être bon, il faut un joueur d'élite. Pour avoir un joueur d'élite, il faut passer par la draft. C'est la manière la plus probable. Hein. Tu peux tenter de développer d'autres joueurs autrement aussi. Mais c'est la manière la plus probable. Donc en fait, aplanir les probas n'a rien fait de bien pour moi. Parce que de toute façon, ça n'a pas du tout dissuader des équipes de tanker très fort pour être en haut de la draft. Ça, de toute façon, bon, t'es Charlotte, t'es Washington, t'es nul. Évidemment que tu vas tanker, même si t'as plus que 14% versus 25% avant, tu vas quand même le faire. Et au contraire, je trouve que tu encourages les autres à tanker de plus en plus. Tu encourages des équipes qui pourraient être dans la course au play-in, ou qui ont été dans le play-in, ou pas loin, ou pour la 8ème place. Ces équipes-là, avant, n'avaient pas trop d'intérêt à tanker, parce qu'il y avait des chances infimes d'être top 3. Sauf que c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, ces équipes-là ont tout intérêt à tanker. Et regardez ce qui se passe. Regardez Atlanta, l'an passé, qui joue le play-in. Je crois qu'ils n'ont pas été au final. Mais Atlanta avait quoi, 36, 37 victoires l'an passé. Et ils ont le first pick. Regardez cette année. Dallas qui a fait le play-in et qui se retrouve avec le first pick. Donc non, en fait, pour moi, c'est l'effet inverse. Parce que tu ne dissuades pas les pires équipes de tanker. Elles vont le faire de toute façon parce que le système de draft est comme ça. Et de l'autre côté, tu récompenses des équipes qui peuvent tanker sur des fins de saison, quoi. Donc des équipes qui étaient censées être bonnes, quoi. Donc ouais. À la limite, c'était plus rigolo au pile ou face devant tout le monde. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça c'était. Il y a des destins qui se sont faits comme ça. Hein. Je crois que c'est quoi ? C'est les Bucks, non ? Abdul Jabbar, qui ont gagné un peu comme ça. Mais bon, mais ils sont trop attachés à leur système de draft. Il existe aussi en NFL. Je sais pas pour la MLB et NHL, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, alors la draft existe partout en sport américain. Après, c'est un peu différent parce que NFL, c'est particulier. NFL, déjà, il y a plein de picks. NFL, il y a des tonnes de joueurs, donc il y a 7 rounds de base. Et puis NFL, en fait, il y a ce truc de tout dépend de si t'as un quarterback ou pas. Donc en fait, bon, c'est un peu particulier la draft parce que et de toute façon, en plus, c'est tellement la loterie aussi pour le coup. Tellement la loterie de est-ce que tu peux drafter numéro 1 un quarterback et te planter totalement, tu peux avoir un quarterback au 4ème tour, donc voilà, c'est particulier. Et MLB, il y a des drafts aussi, mais MLB c'est encore plus particulier parce que baseball, si vous voulez, il y a des mecs qui se font drafter, mais en fait qui jouent en MLB genre 4 ans après. Voilà, en général, le first pick, ou les mecs top 10, ils jouent en MLB 3-4 ans après. Parce que MLB, vous savez, c'est un système de différentes ligues. Donc il y a la ligue majeure qui est la MLB, donc les équipes principales de la ligue, je crois qu'il y en a 32, non ? 30 ou 32. Mais entre-temps, pour monter et arriver dans la dernière ligue, en fait, il y a des ligues mineures. Et donc les prospects doivent se développer et prouver qu'ils sont bons et à chaque fois augmenter, passer de ligue mineure en ligue mineure, augmenter, avant d'arriver enfin dans la Major League. Donc ouais, c'est pas pareil parce que tu draftes quelqu'un que tu vas faire jouer bien plus tard. Donc en fait, la NBA est un peu le seul sport avec autant d'impact au niveau des pics. Mais bref, il n'y a pas de salary cap en MLB aussi, ouais c'est vrai. C'est vrai qu'en MLB c'est un peu la jungle, c'est vraiment un marché ouvert, c'est un peu le truc qui se rapproche le plus du foot européen pour le coup, enfin du foot, nous on peut le dire ça, du foot côté niveau marché, niveau différence de budget, etc. Je pense qu'il n'y a que la NBA n'a aucun intérêt à remettre en cause le système parce que ça leur permet de rabattre les cartes comme ça les arrange justement.
Ouais, mais après, c'est toute la question de est-ce que c'est truqué ou pas, quoi, pour le coup. Mais Bam Bam, pas du tout d'accord avec ton raisonnement, Guillaume. Oui, mais ça, je me doute, hein, mais par rapport à quoi tu veux dire Bam Bam? J'ai dit plein de choses, excuse-moi, j'ai pas regardé le chat au moment où tu as écrit ce message. Mais dis-moi. Espadri qui nous dit Pat Ewing, Derrick Rose, Zion. Ouais, alors si on commence à faire la liste, c'est vrai que il y a beaucoup de trucs un peu. Il y a beaucoup de coïncidences, ouais. Un statisticien pour calculer les probas de ces 4 first pick, mais pas que cela, hein, pour le coup. Pas que cela. Complot, nous dit Canard de vos camps sont, c'est ça? Ouais, effectivement. J'ai du mal à comprendre le problème du tanking. Ah, intéressant comme message. Nissia nous dit j'ai du mal à comprendre le problème du tanking. C'est littéralement le principe d'une ligue fermée. Tout le monde peut pas être bon en même temps. Exactement. Et on va pas se mentir, tanking ou non, personne ne regarde les lottery teams après la trade deadline. Oui, et puis en fait, moi ce que je reproche à la NBA, c'est un peu une espèce d'hypocrisie où tu vas sanctionner les Sixers de Saminki, ou tu vas les emmerder, ou tu vas sanctionner des équipes qui font un tanking. Les équipes, c'est pas elles qui font les règles. En fait, c'est toi qui fais les règles. Tu peux pas reprocher aux équipes de jouer avec les règles que toi, tu dictes. Pour reprendre un peu le cas des Sixers de Saminki, hein, qui est le process, hein, le cas le plus emblématique parce que le plus caricatural, ou celui qui a été le moins hypocrite, il a pas menti à la presse, hein, Saminki malheureusement. Il était un peu trop ouvert. Mais non, mais en fait, c'est pas Saminki qui a fait les règles. Enfin, c'est la NBA. Tu peux pas édicter des règles qui vont inciter toutes les équipes tous les ans, ou une majorité d'équipes tous les ans, à tanker, à perdre parce que tu vas leur donner un bon prospect. Et tu peux pas t'attendre à ce que les équipes jouent entre guillemets de bonne foi. Non, dans tout système, dès que tu mets une règle en place, tu as des équipes qui vont pousser la règle au maximum. Mais ça, c'est pas que dans la draft, hein, c'est partout, tout le temps, dans la vie, enfin voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit un sport de gentleman et non, mais jouez de bonne foi. Nous, on va récompenser les mauvaises équipes, mais ne faites pas exprès d'être mauvais. Bah non, en fait, c'est toi qui fais les règles. Donc moi, c'est ça mon problème avec le tanking. Après, ça, c'est d'un point de vue de comment est-ce que c'est fait, l'attitude à avoir, etc. Et une fois que tu as fait les règles, moi je trouve ça un peu hypocrite de le reprocher aux équipes de jouer selon tes règles. C'est même pas les leurs, c'est tes règles. Mais après, le truc c'est qu'on peut comprendre la NBA. D'un point de vue business, il y a un aspect où la NBA n'a aucun intérêt à ce que les Sixers de Saminki perdent des matchs et soient catastrophiques en termes de produits. On rappelle que la NBA, c'est pas une ligue de sport. Enfin, pas que. C'est surtout une ligue de spectacle qui vend du spectacle via le sport. C'est toujours un point central à garder en tête, c'est que c'est pas que, même pas vraiment une ligue de sport en un sens, ça vend du spectacle, ça vend des droits TV, c'est ça leur source principale de revenus, hein, c'est la TV, voilà, tu vends des pubs, tu vends des pubs parce que tu peux caler des pubs au sein des matchs. Bref, donc oui, évidemment, que la NBA n'a aucun intérêt à avoir des équipes nulles, des équipes qui tankent. Donc, en ce sens, tu peux dire, mais oui, c'est normal que la NBA protège son propre business. Oui, mais à ce moment-là, prendre de bonnes résolutions et toi-même, par exemple, supprime le tanking, la draft en fait. Si le jour où il n'y a plus de draft, il y aura plus personne qui fera du tanking. Le jour où tu n'as plus de draft, tu auras en effet des équipes qui vont aller chercher des prospects à droite à gauche, les développer, bien travailler, etc. Alors oui, ça a d'autres conséquences. Est-ce qu'on a envie que ça arrive? Non, pas forcément. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait une draft. Mais donc, par cohérence intellectuelle, si ça te dérange pas qu'il y ait une draft, je veux dire, il faut accepter ce qui va avec. C'est ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que la NBA tient un peu à ce côté historique de la draft, mais ça leur dérange ce qui va avec. Les conséquences indirectes parfois de « Ah ben non, Dallas en 2023, ils ont tanké la fin de saison. Ah ben non, les Sixers de Saminki, ils ont tanké. Ah ben non, telle équipe, ils perdent des matchs. » Ça, je trouve ça un peu hypocrite. Parce que comme dit, moi ça me va, hein. Moi je dis pas il faut supprimer la draft. Enfin si, je le dis, mais pas maintenant, pas dans le cadre de cette conversation. Moi je trouverais ça rigolo, mais bref, mettons ça de côté. Moi je dis pas nécessairement il faut supprimer la draft. Je dis c'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients. Et tu peux pas juste prendre, tu peux pas juste faire que les mariages et pas les enterrements, quoi. Donc ouais. C'est juste là-dessus où moi j'aimerais qu'il y ait un peu moins d'hypocrisie par rapport à ça, quoi, au final. Mais ouais. Bam Bam, je t'ai posé. Attends, Bam Bam nous dit: je suis totalement d'accord avec le système tel qu'il est. C'est bien de donner une chance à des équipes moyennes qui ont joué le jeu jusqu'au bout, comme Atlanta 24 ou Dallas 25. C'est vrai. C'est vrai qu'en ce sens, ça peut s'argumenter. Mais du coup, tu vois, ce qui veut dire que tu déplaces le problème.
les équipes qui ont intérêt à tanker, c'est des équipes qui étaient compétentes. Alors qu'avant, les équipes qui avaient intérêt à tanker à fond, c'était les pires de NBA. Parce qu'avant, il y avait un intérêt à être dans les 3 pires bilans de NBA. Donc, donc les mecs tankaient à fond. Maintenant, être dans les pires 3 bilans de NBA, que tu sois 3e pire bilan ou 7e pire bilan, au final, ça change pas grand-chose. À moins que ton pic soit protégé. Mais au final, tu as juste déplacé le problème. Celles qui ont intérêt à tanker, maintenant, c'est celles qui sont 13, 14, 15, 16, quoi. En un sens. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire aussi. Mais est-ce qu'on s'éloigne pas aussi du principe de la draft ? Tu vois, par rapport à ça, de dire récompenser des équipes qui ont été compétentes et qui ont bien travaillé, je comprends, mais en un sens, le principe de la draft, c'est aussi de rééquilibrer en donnant les meilleurs joueurs aux pires équipes. Mais si tu finis par donner les meilleurs joueurs à, entre guillemets, des équipes qui bossent bien et qui sont pas les pires équipes, tu tues un peu ce principe de les Washington, les Charlotte, les Utah, qui sont les pires de NBA et qui vont pas pouvoir rebondir facilement, quoi. Donc ouais. Alors attendez, hop, il faut que je gère un peu la modération aussi. Il faut que je valide des messages. Ok. C'est une ligue de sport, mais une entreprise de spectacle. Exactement, Caladan. Salut Caladan, bon retour d'ailleurs. Ça fait longtemps que t'avais pas vu Caladan. Fan Denver, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ouais. Comment faire si pas de draft ? Alors, est-ce qu'on aborde le sujet maintenant ou pas ? Non, moi, dans la théorie, moi j'aimerais bien un marché ouvert. Un marché ouvert avec pas de limite sur des contrats rookies. Comme ça, le first pick, entre guillemets le first pick, en tout cas le meilleur prospect, il n'est pas payé 10 millions l'année. S'il veut, il peut aller chercher un contrat à 40 ou 50 millions. Bon, c'est risqué, mais en même temps, ça récompense la compétence des front office. Il y a des front office qui, certains joueurs, ils vont y aller, d'autres, ils vont pas y aller. Et non, marché ouvert comme ça, le joueur décide d'où il veut aller. Moi, j'aime bien ça, cette idée aussi de pas de draft, parce que en tant qu'amoureux de la draft et des prospects depuis quasiment 15 ans, j'en ai connu des tonnes de prospects qui n'ont pas le choix de destination, et des joueurs qui se sont perdus parce qu'ils sont tombés au mauvais endroit, en fait. Un des cas les plus emblématiques, c'est peut-être Derrick Williams, qui est le 2e pick de 2011, qui est le 2e meilleur prospect de la QV 2011 derrière Kyrie, il n'y a pas de doute. Et donc, il tombe à Minnesota parce que les Wolves peuvent pas faire autrement que prendre le 2e meilleur joueur du tableau, sauf que ils ont déjà Michael Beasley dans l'effectif, Kevin Love, Wes Johnson qu'ils avaient drafté un an avant, qui est poste 3 aussi. Enfin bref, au final, c'est un mec qui s'est perdu, et ça va vite. Quand t'es pas établi en NBA au bout de 2-3 ans, t'as une étiquette, t'as plus de statut, on va plus te faire jouer, et donc j'en ai connu plein des prospects qui sont un peu perdus à cause de ça, quoi. Le nombre de prospects qui vont à Sacramento, qui sont allés à Sacramento dans les années 2010, qui se sont perdus aussi. C'est un peu dommage. Donc moi, j'avoue que dans l'idée, c'est un peu une idée pas applicable, ça n'arrivera jamais, mais dans l'idée, j'aimerais bien un marché ouvert où en fait, le joueur, c'est un employé comme un autre, il choisit où il veut aller, quoi. Et bon, après, le problème, c'est que il faut réguler tout ça. Donc l'idée, ce serait de mettre un hard cap. Tu mets un hard cap ou donc un salary cap commun et que tu peux pas dépasser. Là, en ce moment, tu peux le dépasser. Tu peux le dépasser via des contrats rookies, via des prolongations de tes propres joueurs, etc. Alors que si tu fais un hard cap, t'as genre 154 millions de budget, par exemple, ce sera ça pour l'an prochain, et tu peux pas dépasser pour 1 centime, jamais, nulle part, voilà. Et avec ça, tu peux te dire que, peut-être pendant 1 an ou 2, t'as genre les Lakers et les Knicks qui vont arriver à signer le first pick, si vous voulez. Mais sauf qu'ils pourront pas le faire tous les ans. S'il n'y a pas de contrat rookie régulé, tu auras peut-être des contrats à 40 millions, genre Wembanyama qui débarque, il va pas être signé pour 5 millions aux Lakers. Non, il va aller prendre un contrat à 50 millions, il y a des équipes qui pourront lui offrir 50 millions, il va signer là-bas. Et tous les ans, il n'y aura pas 50 millions que chaque équipe va pouvoir offrir. Mais bon, bref, ça va favoriser les gros, ça dépend, parce qu'il y aura il y a le truc d'attractivité par rapport aux gros, Lakers, Knicks, etc. Mais comme tu dis, comme je dis, si tu fais un hard cap, salary cap que tu peux pas dépasser avec le même budget pour tout le monde et qu'il n'y a pas de limite sur les contrats rookies, tu peux pas avoir genre le champion sortant, tu peux pas avoir genre Boston qui va signer Wembanyama à 5 millions l'année. En tout cas, je vois pas pourquoi Wembanyama irait signer pour 5 millions l'année à Boston plutôt que pour 45 aux Spurs. Alors oui, il peut. En l'occurrence, il y a quand même des règles dans un marché, et on observe de manière empirique que voilà, en général, les individus prennent l'argent. Il n'y a pas de dérégulation du marché en général. C'est même au niveau des free agents, vous voyez qu'il y a rarement une superstar qui prend 5 millions pour aller dans une équipe compétente. Non, la superstar, elle veut 40 millions, elle les prend. Donc, en un sens, voilà, il y a aussi la nature humaine et le fait que le marché est rarement dérégulé. Donc ouais.
Hop, alors attendez, vu que j'ai mis une grosse modération par rapport au bot d'hier, il faut que je valide des messages. Voilà. Mais bref, bon, ça c'est une idée à part. Mais ouais. Hello tout le monde, salut à toi, Malakoz. T'enlèves la draft, mais tu laisses le salary cap. Ah bah oui, bah sinon c'est la jungle. Sinon c'est le foot européen et il y a quand même moins d'intérêt. Ou alors c'est la MLB. Mais tu sais, là, en baseball, justement, on en parlait. Baseball, c'est un peu la jungle. C'est vraiment le truc, peut-être le sport le moins communiste des États-Unis, le baseball. Mais si vous voyez un peu le film Moneyball, c'est un peu ça l'histoire, c'est que Moneyball, en gros, hein, t'as un propriétaire un peu cheap qui donc de Oakland, les A's de Oakland, et donc le GM, Billy Beane, il doit faire avec un petit budget, et il a genre 30 millions de budget, et il est en compétition avec les Yankees de New York qui ont genre 130 millions de budget, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il trouve des moyens un peu créatifs d'avoir de la valeur, analytics, etc. Mais non, il faut pas supprimer le salary cap. Mais bon. Les Dodgers qui signent qui ils veulent. Ouais, c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont signé d'ailleurs il y a pas longtemps c'est Shohei Ohtani, non, et qui est allé aux Dodgers l'an passé, non, il y a 2 ans, il me semble. Mais ouais, Dodgers c'est pareil, ouais, quand t'as de l'argent. Mais c'est moins fun, quoi. Mais bref. Est-ce que j'ai manqué des messages? Excusez-moi, j'essaie de tout faire en même temps. Non. Je crois que c'est bon. Non, mais alors après, sur le côté complot, bon, moi, j'avoue que j'en parle depuis des années, et je suis à moitié sérieux. Je suis que à moitié sérieux, parce qu'il y a quand même une partie rationnelle chez moi, qui est quand même en mode... ça peut pas être un complot, tout de même, quoi. En plus, il y a des huissiers, etc. Et puis même, le bon sens, c'est quand même qu'il n'y ait pas de complot. Peut-être le bon sens, c'est de partir du principe qu'il n'y ait pas forcément un complot. Après, c'est vrai que, je sais pas si vous avez vu, mais il en a parlé il y a pas longtemps, LeBron James dans un podcast. C'est vrai qu'il y a quand même des coïncidences depuis quelques années qui sont un peu bizarres. C'est un peu bizarre. Dans 2 minutes, Guillaume nous parle de quoi? De Canon. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. non, on va pas partir totalement complot. Attendez, je prends une gorgée d'eau avant de parler complot. Hop, pardon, excusez-moi. Pourquoi ne pas filmer le tirage des boules au ping-pong? Je crois qu'ils le font. Mais mais bon, non, mais en vrai, tu peux toujours tricher. Enfin, je sais pas parce que tu filmes que... Non, c'est vrai que il y a quand même des trucs un peu bizarres. Moi, partons du principe que il y a pas de triche. C'est quand même le bon sens de penser ça. En plus, il y a aussi un argument massu, sans doute, qui est de dire, au final, pourquoi est-ce que les autres propriétaires accepteraient ça? Je veux dire, Adam Silver, c'est le boss de la NBA, mais c'est aussi l'employé des 30 propriétaires. Donc en fait, ça n'a pas de sens que les propriétaires acceptent un peu... Enfin, les propriétaires, ils ont chacun leur franchise, ils veulent être le meilleur possible. En ce sens, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens qu'on ait ce genre de complot, qu'on ait ce genre de manigance, parce que, je sais pas moi, si vous êtes justement le propriétaire de Charlotte, pourquoi vous allez laisser passer le fait que, non, mais en fait, cette année, on va truquer, c'est un arrangement, Luka Doncic va être donné aux Lakers, et en retour, ils auront le first pick. Je veux dire, t'es le propriétaire de Charlotte, tu t'en fous des Lakers. Alors, on peut argumenter, oui, mais finalement, le propriétaire de Charlotte, il aura des retombées aussi économiques et tout, parce que si les Lakers sont bons, la ligue va être bonne, etc. Mais franchement, ça c'est un peu l'argument massu, et je me dois de commencer par ça, c'est que il n'y a pas trop de sens. Est-ce qu'il y a un complot comme ça? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les propriétaires accepteraient ça? On parle encore une fois d'Adam Silver, qui est le mec élu, c'est l'employé des propriétaires, Adam Silver. C'est le patron de la NBA, c'est lui qui fait les règles, etc. Ça reste l'employé des 30 propriétaires. C'est le board of governor, là, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, donc ouais, faut quand même dire ça. Après, on va un peu s'amuser. Moi, j'aime bien rigoler là-dessus, mais encore une fois, que à moitié sérieux. Il y a quand même beaucoup de trucs un peu bizarres, quoi. Il y a quand même beaucoup de coïncidences. Et une coïncidence, bon, ça arrive. Je veux dire, il y a aussi un aspect de... Là, par exemple, il y a des stats qui sont sortis en mode, oui, la probabilité que ça arrive, elle était de 0,0184, un truc comme ça. Enfin, un truc très faible. Donc, c'est très sensationnaliste, pardon, de présenter un peu les choses comme ça. Alors qu'en fait, chaque proba était faible. Chaque combinaison de, imaginons l'ordre du top 3, prenons l'ordre, je sais pas moi, Washington, puis Sixers, puis Utah.
bon, bah, cet ordre-là aussi avait une très très faible proba d'arrivée. En fait, chaque scénario a une faible proba d'arrivée. Donc, bon, on est d'accord. Mais c'est vrai que, bon, plusieurs coïncidences d'affilée ou plusieurs coïncidences au fur et à mesure des années, moi je comprends que le grand public puisse un peu se poser des questions, surtout là où c'est peut-être pas le coup de massue final, mais t'as un trade what the fuck qui sort de nulle part, 3 mois avant ça, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe quoi, pourquoi on a ça sorti de nulle part. On a des rumeurs que c'est un nouveau propriétaire qui veut déménager à Vegas parce que les casinos, ils gèrent des casinos et que dans le Texas les casinos c'est pas top, mais pourquoi ils ont fait ce trade, on comprend pas, et là 3 mois plus tard ils ont le first pick. Que ce soit vrai ou pas, pour moi c'est pas bien pour l'image de l'NBA. Mais bon, ça c'est une coïncidence par exemple. Ça se trouve c'est que une coïncidence. Et c'est même peut-être, probablement, qu'une coïncidence. Après, comme disait aussi LeBron il y a pas longtemps, t'as des trucs un peu bizarres. Ne serait-ce que, déjà, par exemple LeBron, qui est un mec de Cleveland, bon, qui gagne la loterie en 2003 Les Cavaliers, qui n'avait pas du tout le pire bilan de NBA. T'as un phénomène de Chicago qui s'appelle Derrick Rose, qui gagne la loterie, c'est Derrick Rose, c'est les Bulls en 2008, alors que les Bulls avaient le 13e ou 14e, je crois, plus grande proba de gagner la loterie. Enfin voilà, c'est un peu comme Dallas cette année, quoi. Chicago était pas du tout bien placé, et pourtant ils sont montés en numéro 1 alors qu'ils avaient le 14e plus grosse proba de monter. Donc ouais, enfin, il y a des trucs comme ça, hein, on pourrait en lister plein au final. Pareil, LeBron s'en va, les Cavs ont le first pick en 2011. Bon, vous allez me dire c'était le pick des Clippers, mais bon, si on imagine qu'il y a un complot, on peut imaginer que qu'on peut y mettre leurs mains là-dedans, quoi. Je sais pas, il y a aussi le fait que, voilà, par exemple, Sam Hinkie aux Sixers, c'est un mec qui était totalement un rebrousse-poil de tout le monde, qui assumait en fait de pas vouloir gagner, mais parce que juste, le mec il suivait les règles. Sam Hinkie, c'est un mec qui est bayésien, donc en fait il prend le chemin le plus probable d'arriver au bout. En l'occurrence, pour avoir une équipe d'élite, il faut des joueurs d'élite. Pour avoir des joueurs d'élite, il faut avoir des pics très hauts, top 5 dans la draft. Hein. C'est à ces places-là que tu as le plus de proba d'avoir un joueur All-NBA, etc. Donc en fait, il a tanké de manière un peu assumée, ce qui ne plaisait pas du tout à la NBA, forcément. Comme dit, hein, c'est une entreprise de spectacle. Tu peux pas avoir non seulement un mec qui met une mauvaise équipe sur le terrain, mais qui en plus, non pas s'en vante, mais en tout cas s'en défend pas. Donc bref, les années où il y avait Sam Hinkie, les Sixers ont à chaque fois eu le pire choix possible. C'est-à-dire à l'époque, on n'avait pas les probas aplatis, alignés. T'es le pire bilan de NBA, tu es minimum top 3. Voilà. En l'occurrence, 2014, ils sont 3e. Première année de Sam Hinkie. 2015, ils sont également 3e. Donc 2014, c'était Joel Embiid. Bon, ils s'en sortent bien parce qu'au final, Embiid se blesse à 2 semaines des playoffs. Donc Wiggins remonte en numéro 1. Et de toute façon, Milwaukee aimait bien Parker. Donc voilà, au final, ils ont le meilleur prospect de la QV. Mais voilà, les Sixers étaient 3e. Donc la pire place possible pour... Pardon. Excusez-moi. Les complots, je m'étouffe. Pour l'équipe qui était dirigée par Sam Hinkie, qui plaisait pas à la NBA. L'année d'après, ah tiens, quelle est la proba ? Mince, qu'est-ce qu'il me fait là ? Oh, dégage. L'année d'après, pareil. Sam Hinkie, les Sixers, ah tiens, ils sont de nouveau 3e. La pire place possible à l'époque, quand t'as le plus mauvais bilan de NBA, c'est le hasard. Et tiens, qu'est-ce qui se passe l'année d'après ? Qu'est-ce qui se passe quand Sam Hinkie se fait virer, hein, plus ou moins, et qu'à la place on met un mec de la NBA ? À la place on met Brian Colangelo. Tiens, les Sixers ont le first pick. Bon, on peut s'amuser comme ça, chercher les coïncidences un peu partout. Et bon, c'est peut-être que non, et sans doute que non même. Sans doute que non. Comme dit, il y a plein de raisons rationnelles pour dire que non, il n'y a pas de complot. C'est juste que les coïncidences sont quand même légion, quoi. Sam Hinkie, dès qu'il est là, il n'y a pas le first pick, il y a toujours le pire choix possible, et quand il s'en va, ah tiens, les Sixers ont le first pick. Bon, il y a ça. Il y a aussi l'histoire des propriétaires. Dès qu'on a un nouveau propriétaire, le mec se prend un nouveau pick. Ça, c'est un peu louche aussi. On peut le rajouter un peu à tout ça. Il y a l'histoire de, ah tiens, les Wizards qui implosent totalement en 2010 avec Gilbert Arenas contre, comment il s'appelait, Jarvis Crintenton, l'histoire des guns dans le vestiaire, etc. Bon, bref, hop, first pick Washington. Bon, encore celui-là, bon, c'est peut-être un des moins pires, mais non, mais par exemple, 2012, qu'est-ce qui se passe en 2012 ? On a un nouveau propriétaire qui arrive.
2012. Souvenez-vous, en 2011, il y a un changement de propriétaire, ou alors je sais plus si c'est l'ancien qui est mort, ou... Enfin bref, c'était un peu flou, c'était la NBA qui était un peu aux commandes. Hein. C'est pour ça que David Stern avait mis un veto sur le trade de Chris Paul, parce qu'il agissait non pas en tant que commissioner, mais en tant que dirigeant de la franchise, de acting boss, acting GM, acting proprio, pardon, de la franchise des Pelicans. Et en fait, le trade qu'on lui a proposé pour Chris Paul était nul. Et en effet, c'était nullissime. Donc il a mis son veto. Et nouveau propriétaire qui arrive. Ah bah tiens, les Pelicans ont Anthony Davis, le first pick. Bon, ok. Est-ce que par hasard, on a d'autres nouveaux propriétaires qui sont arrivés ? Tiens. Dallas 2025 peut-être ? Je sais pas. 2020, les Timberwolves aussi ? Je sais pas. Peut-être. Enfin bon. On peut s'amuser comme ça, mais comme dit, il y en a plein de coïncidences. Donc ouais, je sais pas quoi en penser. Je reviens. Excusez-moi, je m'étouffe. Je m'étouffe à force de parler de complot. Non, mais voilà, il y a plein de trucs bizarres. Après, il y a aussi plein de contre-arguments. Pourquoi les propriétaires accepteraient qu'il y ait ce genre de complot alors que si ça va pas dans leur intérêt ? Aussi, par exemple, pourquoi est-ce que les Lakers traversent les années 2010 avec des pics nuls et sans first pick, alors que les Lakers c'est un énorme marché et qu'ils auraient pu avoir le first pick ou un très bon pick milieu année 2010 et se sauver, vraiment ressusciter un peu de mi-année 2010 plutôt que de faire une décennie un peu nulle. Pourquoi les Knicks n'ont pas eu de first pick aussi ? On peut le dire, hein. Si vraiment il y a une logique économique, pourquoi est-ce que par exemple Zion n'est pas allé aux Knicks ? Bon, la partie un peu complotiste chez moi dirait, de toute façon les Knicks c'est un gros marché qui vend de toute façon, hein, qu'ils aient le first pick ou pas. Mais non, mais voilà, pareil d'ailleurs, le trade de AD qui allait se faire, bon on donne le first pick aux Pelicans, bon ça aide quoi, mais bref. Non mais en fait je pense qu'on peut trouver des exemples et des contre-exemples dans tous les sens, mais bon, j'ai du mal à y croire complètement quand même, hein, à ce côté-là. J'ai du mal à y croire. Après, de l'autre côté, on pourrait se dire aussi, ouais, mais au final, la NBA est un business. Est-ce que ça paraît logique ? Est-ce que ça paraît rationnel qu'un business qui a des millions en jeu et qui est une entreprise de spectacle, est-ce qu'au final, ce serait rationnel de laisser un peu le hasard régir totalement ça ? Enfin, ça paraît un peu bizarre quand on le formule comme ça. Quel intérêt aurait la NBA de laisser faire le hasard et que le script, que le spectacle soit moins bon? C'est un peu nul ça pour le coup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut aussi argumenter de cette manière. Bon, voilà, c'est un peu... je sais pas. D'un autre côté, la NBA ne pouvait pas prévoir les blessures de AD et de Kyrie. Oui, c'est vrai aussi, voilà. Par exemple, Dallas a le first pick, alors que ça se trouve, hein, si Kyrie se blesse pas, si AD se blesse pas, bon, les mecs sont peut-être même pas dans la loterie, ils sont en playoff, ils font un tour, et donc ils ont pas le first pick. Donc voilà. Logan nous dit justement les propriétaires, 3 petits points, mais tous ne sont pas confiés aux complotistes. Souvent les mêmes franchises. Attends. Tous ne sont pas confiés aux complotistes. Souvent les mêmes franchises qui sont impliquées. J'ai pas compris, Logan. Ou c'est moi qui manque un mot. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Eric nous dit 2008, le Heat avec un bilan de 15 victoires. Belle dernière saison de coaching pour Patoche. Le Heat. Ah non, oui, le Heat aussi qui est monté en 2008, non, c'est ça, par rapport au... Je crois qu'ils ont eu le deuxième pick avec Michael Beasley, alors qu'ils n'avaient pas des chances si grandes que ça, ouais, exactement. Amazing Moon Knight nous dit, et puis c'est pas comme si on n'avait pas d'exemple de fédération ou de ligue sportive partout dans le monde qui sont louches en plus. Pourquoi la NBA serait toute blanche ? C'est vrai aussi. Alors que c'est avant tout un produit. Je pense être du même avis que toi, il faut être à moitié sérieux sur ces théories du complot, qu'il y a plein d'éléments rationnels. Ouais, et puis voilà, comme dit, hein, tous ces... Je peux comprendre que par rapport à des gens qui voient ça de loin, il y a un aspect de... Ça fait quand même trop de coïncidences, quoi. Enfin, je veux dire, LeBron James 2003, ah tiens, Cleveland,
C'est le talent, le talent du coin. Derrick Rose en 2008. Bon, Patrick Ewing aussi pour relancer les Knicks mi-année 80 là. Enfin bref, on va pas toutes les refaire, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Il y a des coïncidences. Et je veux bien entendre que le public puisse se montrer méfiant, mais c'est justement le pire truc possible pour la NBA, je pense. Donc ouais. Logan, tu dis convié au complotisme, que tous les propriétaires sont pas forcément dans la combine, c'est ça que tu nous dis à peu près. Ouais. Peut-être aussi. Oui, peut-être que c'est juste Adam Silver, mais bon. Bon, c'est marrant. Moi, j'adore parler de ce sujet. Vraiment, je vous avoue, j'adore parler de ce sujet parce qu'en fait, je trouve on est pile au milieu, quoi. J'avoue que si on me révélait qu'il y avait un grand complot depuis toutes ces années et que c'était un peu bidon, ça me surprendrait, ça me choquerait pas, quoi. Il y a tellement des coïncidences. Enfin voilà, après, une coïncidence ou deux, d'accord. Autant de coïncidences entre des nouveaux propriétaires qui arrivent et qui ont le first pick, entre des mecs de la ville qui vont dans la franchise de la ville, entre Wemby aux Spurs dans la communauté qui est déjà acquise aux Spurs grâce à Tony Parker, etc. Il y a quand même beaucoup de coïncidences. Après, on peut dire il y a peut-être plus de cas où il n'y a rien, où il n'y a pas de coïncidence. Je veux dire, on prend, Orlando en 2022. Pourquoi est-ce que le Magic, c'est quoi l'explication ici ? Pourquoi les Pistons en 2021 ? Pourquoi Phoenix en 2018 ? Pourquoi les Sixers en 2000 ? Quoique non, c'était Boston en 2017. C'était le pic de Brooklyn. Pourquoi les Wolves en 2015 etc. On peut remonter comme ça. Mais oui, il y a peut-être que là, il y a un côté biais de sélection, en mode, nous on parle des rares cas où il y a des sacrées coïncidences, mais au final il y a peut-être plus de cas où il se passe rien, quoi. Où il y a pas on n'a pas d'explication pour dire, vous voyez qu'il y a un complot. Donc ouais, faut faire attention. Moi je trouve fun d'en parler et de rigoler un peu là-dessus, parce que je pense que la proba est pas de zéro, qu'il y a un complot, mais j'ai pas envie trop d'alimenter le truc non plus. Après, ma parole n'a aucun pouvoir, hein, évidemment. Je sais qu'on me le reproche, alors que je vous rassure, ma parole n'a aucun pouvoir. Mais ouais, c'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu compliqué. Peut-être aussi qu'on trouve un complot, quelle que soit l'équipe choisie. Si Cooper Flag était allé au Jazz, ça aurait été le complot du White Hope chez les Mormons. Peut-être aussi, ouais. Mais moi, j'étais en mode Spurs ou Jazz, ouais, pour le coup. Bon, bref. Bon, on a beaucoup parlé de complot. Si on dit qu'il y a complot avec les propriétaires impliqués, on peut remettre en question certains choix de draft. Pas la loterie, mais les pics. Oui, alors après, c'est une autre histoire, ça, effectivement. Après, pour le coup, les propriétaires, ils peuvent accepter parce qu'ils savent que ça peut les arranger à un moment. Faut bien les arguments. Ouais, tu veux dire, genre, je passe mon tour, genre Charlotte, attends, Charlotte, celui-là, on le donne à Dallas, parce que Dallas a bien voulu donner Doncic. Charlotte, vous inquiétez pas, calmez-vous, dans 2 ans, c'est pour vous, quoi, peut-être. Oui, il y a un peu ce côté, peut-être c'est géré par la mafia, ou je ne sais pas, peut-être c'est un méga complot, hein. Je ne sais pas, plus c'est gros, plus ça passe, j'en sais rien, bon, bref. Bon, après, au-delà de ça, je réfléchis aux dernières années, mais c'est vrai que Durant et Curry, par exemple, ça se tient. Par rapport à quoi ? Il y a des joueurs ultra forts pour lesquels il n'y a pas de complot. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, vraie conséquence, tout de même. Est-ce qu'on a des trucs à dire sportivement, après avoir divagué un peu là sur le complot, pas complot, sur le fun de ça. Dallas, que va faire Dallas avec le pic ? Je sais que j'ai vu 2-3 analystes de draft dire non, mais on n'échange pas à Cooper Flag. Après, bon. Moi, le truc, c'est que le problème des analystes de draft, souvent, c'est que les mecs regardent que la draft. Et c'est un peu le problème. Ils ont un peu le nez dans le guidon. Et que c'est un peu leur business, etc. Moi, j'avoue que j'ai regardé Cooper Flag cette année, là, avant le début des playoffs. J'ai pas fini de décortiquer son jeu, etc. Mais je pense pas que ce soit un prospect générationnel. Je pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Donc si on m'avait dit non, mais t'as le first pick 2018, donc Luka Doncic, non, ça tu les changes pas. Ça je suis d'accord. Là, je trouve que bon, on parle quand même de Cooper Flag, qui est un méga prospect, qui est un first pick, qui peut devenir un excellent first pick, qui peut devenir un top 20 NBA assez facilement. Donc voilà. Mais je veux dire, si la possibilité, si l'échange, c'est pour avoir un Giannis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se fait tous les jours en fait. Voilà, comme nous dit Fred, le discours de Harrison, c'est win now, il va tenter Giannis. Bah peut-être, ouais. Peut-être.
J'avoue que je sais qu'il y a souvent un biais de jeunisme, mais pas que chez les mecs de draft, hein, mais chez un peu tout le monde, et moi le premier, hein, j'ai dit un peu des conneries pendant longtemps à cause de ça, et j'ai toujours tendance à aimer les jeunes joueurs, etc. Mais il y a souvent un biais de jeunisme en mode, non, mais on n'échange pas Cooper Flag parce qu'il est plus jeune que Giannis. Ouais, mais Cooper Flag, c'est genre, je sais pas moi, 15%, 20%, et même, allez, si vous voulez, 40%, qu'il se développe pour devenir un joueur à l'NBA. Bah, Giannis, c'est 100% aujourd'hui, quoi. Donc, est-ce que vous préférez une proba à 100% ou une proba à 20, 30 ou 40? Bon, bah, pour moi, le choix est vite fait, quoi. Et surtout que quand on parle de Giannis, on parle pas de n'importe quel joueur, quoi. Je pense qu'on parle d'un joueur qui est top 2 mondial cette année, enfin depuis quelques temps, un top 2, top 5, grand maximum, quoi. Je veux dire, est-ce qu'un jour Cooper Flag atteindra ce niveau? Je suis même pas sûr. Je pense que ça peut devenir un top 20 NBA de par la défense, la polyvalence, la création offensive, même peut-être pas chapeau 1 mais chapeau 2. Voilà, ça peut devenir un joueur fantastique. Après, ce sera sans doute jamais Giannis. Et c'est pas contre Cooper Flag. C'est juste que d'un point de vue probabiliste, enfin, personne ne devient Giannis, à part un mec tous les 5 ans, en fait. Donc, c'est en ce sens que moi, j'avoue que le trade de Cooper Flag n'est pas forcément à exclure, par rapport à ça, surtout si c'est pour Giannis. Après, si vous me dites si c'est pour avoir, je sais pas moi, Zach LaVine ou non, j'exagère, mais une star d'un calibre un peu moindre ou un joueur un peu plus banal, non, évidemment pas. Mais bon, je ne sais pas. Le problème de Cooper Flag, c'est que si ça veut win now pour Dallas, c'est intéressant, mais à quel point est-ce qu'il n'y a pas un peu une différence de timing par rapport à l'urgence absolue de Davis et Kyrie qui sont vieux et qui sont tous blessés, donc la fenêtre de tir, elle n'est pas si grande que ça. Est-ce qu'on va arriver à faire croiser les timelines assez vite et assez bien entre Davis et Kyrie qui déclinent pas encore et Cooper Flag qui arrive à se développer? J'ai pas de mal à le voir dès l'an prochain être un très très bon contributeur, même 30 minutes par match, défense, etc. Est-ce que ce sera le prime Cooper Flag? Je pense pas. Est-ce que ce sera assez? Je pense pas non plus. Vous voyez, il y a un peu cet aspect où bon, bah, c'est un top prospect, ça va être un excellent first pick à mon avis, mais ça reste un rookie qui a une période d'adaptation, etc. Vous avez vu que même Wemby, hein, même s'il a fini très fort Wemby son année rookie, il y a eu 3-4 mois d'adaptation où c'était pas parfait, c'était pas aussi bien en octobre que ça n'a pu l'être en mars 2024. Donc le seul truc par rapport à ça, c'est ça pour moi. C'est est-ce que tu prends ce pari de, non pas la double timeline, mais des joueurs majeurs dont le niveau peut peut-être se croiser un peu trop tard, quoi. Peut-être que Cooper Flag va mettre 2-3 ans, ce qui est très peu, hein, 2-3 ans. Mais dans un des meilleurs scénarios possibles, c'est il met à peine 2-3 ans à être un All-Star ou All-NBA, et sauf que quid de Kyrie et de AD dans 2-3 ans, quoi. Peut-être que ça ira, et peut-être qu'ils seront blessés ou trop vieux, quoi. Donc voilà, par rapport à... Moi, c'est un peu le doute que j'ai. Après, tu peux te dire aussi, bah c'est pas grave, tant pis, on prend quand même Cooper Flag, le meilleur prospect disponible, on tente notre chance, ça passe pas, on aura un peu tenté avec ça, et puis dans 3-4 ans, tant pis, on se débarrasse, on laisse partir Davis et Kyrie, et on a Cooper Flag. Voilà, tu vas pas non plus échanger, si tu penses que c'est un prospect à ce point génial, important, et qu'il peut te faire 15 ans chez toi, ou au moins 7-8 ans, de très haut niveau, bon voilà, c'est pas grave, tu prends ce que t'as pour l'instant, ça se croise pas parfaitement, mais tu prends ce que t'as, et puis ensuite tu feras un nouveau cycle avec Cooper Flag, et t'es pas obligé de faire, t'es pas obligé que l'entièreté de la carrière de Cooper Flag se fasse avec Kyrie et Eddie, quoi. Donc ouais. La défense fait gagner les titres, et il va pas tenter Giannis. Alors après, il y a un autre aspect par rapport à Giannis. Je pense que Dallas est très très bien placé en termes d'assets, d'attractivité. Alors, je veux dire, si tu offres le first pick, c'est quand même génial. Après, quid des salaires? Comment est-ce que tu arrives à faire croiser tout ça? Est-ce que tu auras assez d'argent? Dallas, Milwaukee. Alors mince, j'ai un peu trop zoomé. Hop. Est-ce qu'on peut arriver aux 54 de Giannis? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la balance? Bon, Davis non, évidemment. Kyrie non. Kyrie player option, peut-être qu'il va pas la prendre et re-signer pour moins cher, ou peut-être qu'il va la prendre d'ailleurs. Mais si on imagine qu'il n'y a ni Kyrie ni Davis qui peuvent être dans le lot, voyons voir, Klay Thompson ça fait 16, Gafford ça fait 14, Washington 14, ça fait 30, on est à 44. Vous voyez que on se déplume quand même sacrément pour arriver aux 50, au moins aux 50 pour pouvoir l'accueillir.
en fait, tu te débarrasses de toute l'équipe pour avoir Giannis. Donc, bon, est-ce que c'est intéressant ? Je sais pas. Tu peux aussi te dire, faisons le trade pour Giannis, et on va être à court terme un peu short, mais ensuite on reprendra le temps de re-signer des mecs, des free agents, etc. Mais vous voyez que là d'un point de vue financier, si tu veux Giannis à côté de Kyrie et de AD, financièrement c'est compliqué parce que Cooper Flag a un attrait sportif qui est énorme, un attrait de valeur marchande même, au niveau du trade. Oui, c'est génial. Tu proposes ça à Milwaukee, ils vont dire ouais, super. Sauf que le contrat de Cooper Flag, il va être petit par rapport à Giannis. Donc tu peux pas faire du 1 pour 1. Tu peux pas, c'est pas 1 pour 1, c'est pas un échange sec. Donc tu es obligé un peu avec des finances, de faire ça aussi. Anto nous dit, et pour Booker, tu trades le pick ? Bonne question. Très bonne question, j'en ai parlé un peu tout à l'heure sur Twitter. J'avoue que Booker, ça peut être intéressant, mais je pense que Booker, à la limite, ce serait dans un scénario où tu laisses tomber la piste Kyrie, du coup, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un aspect où si tu prends Booker, c'est Kyrie, tu laisses tomber, quoi. Donc ouais, je sais pas. Moi, si je suis... Est-ce que si vous êtes Phoenix, vous acceptez Cooper Flag ? Est-ce que vous acceptez de lâcher Booker pour Cooper Flag ? Peut-être. Il y a moyen un peu de tout faire exploser, pour le coup. À Phoenix cette année, t'échanges Kevin Durant aux Rockets pour quelques picks, t'échanges Booker pour Cooper Flag. Du coup, l'équipe va être nulle et donc Bradley Beal va se barrer. Il va accepter de lever sa no trade clause. Ouais, ça peut être un moyen de reset. Mais bon, encore une fois, quid de ce que va faire Dallas par rapport à Cooper Flag, quoi. Mais à quel point qu'est-ce que j'ai loupé comme message ? Giannis, va y avoir un de ces mondes dessus. Ouais, OKC, Rockets, Spurs, Mavs, ça va être marrant. Oui, c'est vrai qu'on parle des Mavs, on n'a même pas encore parlé de San Antonio, mais je pense que les favoris, ça reste un peu les Spurs, parce qu'eux, ils ont et les assets, et en plus les salaires. Donc ils peuvent se déplumer plus facilement. Je peux vous remettre un peu la trade machine là, de fanspo.com. Je crois que j'avais fait un tweet d'ailleurs en février à ce sujet, mais il y a un truc qui est bien avec les Spurs, c'est d'avoir re-signé Keldon Johnson. Je pense qu'il avait re-signé un peu pour ça. Il lui avait donné un gros salaire, mais c'est pour être utilisé en cartouche de trade. Keldon est à 17 millions. Est-ce qu'il les mérite ? Peut-être pas nécessairement, mais tant mieux. Tant mieux parce que tu vas pouvoir un peu l'échanger. Ça passe comme ça ou pas ? Ouais, donc Keldon Johnson et Devin Vassell, ça nous fait... ça passe contre Giannis, voilà. Ça, plus le pick numéro 2, c'est peut-être le meilleur package. Donc ouais. Je pense que les Spurs, c'est un peu mieux. Les Spurs ont un peu plus de salaire et un peu plus de... On se déplume pas totalement. Mais aussi, voilà, les Spurs, ils ont pas pareil. Ils ont Wembanyama en contrat rookie. Là où Dallas, ils ont déjà 2 max, ils ont déjà 2 gros salaires que sont AD et Kyrie. Donc si tu prends Giannis, ça fait un 3e méga salaire, donc il n'y a plus beaucoup d'argent restant pour le reste de l'effectif. Alors que les Spurs, pour le coup, ton joueur majeur, il est encore payé des clopinettes, quoi. Merci les contrats rookies. Donc en fait, c'est plus facile de faire entrer Giannis là-dedans. Ok, ça, c'est quand même assez cool. Est-ce que tu peux imaginer sinon que De'Aaron Fox soit dans l'échange ? Moi, j'avoue que si la condition pour avoir Giannis, c'est de me séparer de De'Aaron Fox, je pense que je le fais assez facilement. D'ailleurs, on en avait parlé en février. En février, j'avais parlé de l'intérêt aussi d'avoir un De'Aaron Fox, de l'échange de De'Aaron Fox, c'est au cas où tu as une autre pièce qui est disponible et bien meilleure sur le marché, tu peux aussi te servir du salaire de Fox pour ça, quoi. Donc ouais. Giannis qui va sur ses 31 ans, il n'a plus 26-27. Ouais, mais après 31 is the new 25 maintenant en NBA. Non, mais je pense que Giannis, on a encore au moins 4-5 ans à très haut niveau. Je pense. Donc ouais. Cooper Flag contre Booker tous les jours. Cooper Flag contre Lucas serait drôle. Ouais, mais je suis pas sûr que Lucas veuille revenir à Dallas. Après, c'est vrai que le propriétaire de Dallas peut tout sauver en mode je vire Nico Harrison et j'échange Cooper Flag aux Lakers contre Luka Doncic. Et là, il passe pour le héros. Mais bon. Mosky, salut à toi. Hello Guillaume, salut à toi aussi, bienvenue. On parle un peu de la loterie aujourd'hui, exceptionnellement. On parlera peut-être des matchs ce soir. Historiquement, les first picks se font échanger au moins contre un autre pick du podium. Exactement. Le plus récent, c'est Fultz Tatum. Weber et Penny Hardaway. Ouais, c'était le 1 et 3, ça, non ? Je crois que c'était le 1 et 3.
en 93 où Orlando Magic back-to-back first pick, ils avaient eu Shaquille O'Neal et malgré là encore, hein, je pense que est-ce qu'on pourrait pas le mettre dans la théorie du complot, hein, dans les coïncidences de tiens, la nouvelle star Shaquille O'Neal, regardez à quel point son équipe de Orlando était forte, il va pas vouloir me le donner, non il veut pas, bon bref, l'équipe de Shaq, rookie, grosso modo elle avait un bilan équilibré, elle avait pas du tout les pires chances possibles, les meilleures chances possibles d'avoir le first pick, et c'était une équipe qui était très compétente, hein. Bon, je vais peut-être vérifier comme ça va être plus simple. Basketball référence, Shaquille O'Neal. Prenons l'année. Oh, arrête, les menus défilants, c'est un peu pénible, hein. Orlando 93, hop, 41-41. Voilà, donc pas du tout bien placé, a priori, pour le first pick, mais tiens, et si on donnait un autre first pick d'affilée à Shaq pour son équipe, pour l'aider à grandir. Et en effet, je crois qu'ils se font échanger 1 et 3, Chris Webber et Penny Hardaway, parce que voilà, il y avait cette idée que Chris Webber pouvait pas jouer à côté de Shaquille O'Neal, ou bref, au final ils ont bien fait, mais ouais, tout à fait. Et puis Fultz, Tatum, c'est un peu pareil. Après, moi ce qui me dérange avec Fultz, Tatum, c'est que j'adorais Tatum. Je crois que j'étais un des mecs les plus chauds du draft Twitter sur Tatum. Vraiment, pour le coup, il y a plein de cas où je me plante. Tatum, j'étais assez chaud, j'étais un peu au-dessus du consensus collectif, mais ce qui me dérange un peu, c'est qu'on oublie à quel point Markelle Fultz était fort. Et à quel point en fait, Fultz, on s'en rend pas compte parce que il est devenu rien, quoi. Mais Fultz, c'était quand même un prospect d'un calibre bien supérieur. Donc au final, Boston, tant mieux pour vous. Mais en vrai, Boston aurait dû s'en mordre les doigts. Mais bon, tant mieux pour vous. De quoi parlait-on ? Donc les échanges de first pick, c'est quand même assez rare. Et comme tu dis, ça arrive, en gros, c'est des trade down. Je crois que, qu'est-ce qu'ils avaient gratté les Boston dans le trade de Markelle Fultz ? Ils avaient gratté un pick en plus, non ? Ils étaient passés de 1 à 3, et ils avaient gratté un pick en plus, futur en 2017, non, ça c'est pas ça c'est le trade de Kevin Garnett et de Paul Pierce, c'est là. Ils avaient eu Romeo Langford, donc un choix 2019 du premier tour, ouais, c'est vrai. Ok, c'est tout ? Ouais, bon. Non, mais moi je pense que trade down c'est pas une bonne idée. Je pense que trade down c'est pas du tout une bonne idée. Donc ouais, tu prends le meilleur joueur possible. Et puis voilà. Mais du coup, même si t'as Fox, Milwaukee va demander le pick numéro 2. Ouais, je pense, ouais, tout à fait. Je pense. Mais après, Fox plus le pick numéro 2, c'est un peu. C'est le combo, peut-être combo parfait de gros salaire pour Fox, plus l'attractivité du pick, en fait, de Cooper Flagg pour. Enfin, pas Cooper Flagg, potentiellement Dylan Harper pour reconstruire, quoi. Donc ouais. Langford qui va servir à aller chercher Derrick White, exactement. Donc ouais, je pense que Dallas, je serais surpris, à moins que on ait vraiment genre Devin Booker sur le marché, ou que Giannis, ils veulent vraiment Giannis, quitte à sacrifier tout l'effectif, mais ok. Spurs, je pense que le fait d'être numéro 2, ça a bien facilité le travail, hein. Je pense que Giannis va être aux Spurs, ça semble, on se dirige vers là. Voilà, avoir un pick numéro 2 à proposer aux Bucks, c'est quand même beaucoup mieux que proposer un pick numéro 8 ou un pick numéro 12 qui aurait pas été intéressant. Là, numéro 2, c'est potentiellement un mec qui est go-to-guy, quoi. Ou qui peut le devenir. Un mec qui est potentiellement go-to-guy, donc voilà. Sixers numéro 3, ça c'est intéressant. C'est bien pour eux d'avoir le pick, de pas le donner au OKC. Mais qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Là, c'est pareil. Je pense que les Sixers... alors, le 3e meilleur prospect de cette année, par exemple, c'est Ace Bailey. Apparemment, alors je suis ça d'un peu loin, j'ai pas pu regarder tout le monde. J'ai pu regarder d'ailleurs que Dylan Harper et Cooper Flagg pour l'instant. Mais là, typiquement, on est sur un conflit de timeline avec les Sixers. Parce que, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu pars sur on draft le meilleur joueur possible, mais le jeune, il va pas contribuer à ton équipe que tu espères être calibre champion l'an prochain ? Parce que c'est comme ça, il est jeune et que voilà. Ou est-ce que tu te dis, non mais finalement, entre le contrat de Paul George, qui commence à être tout cassé, qui est très vieux, entre Joel Embiid aussi, qui est tout cassé historiquement, qui ça se trouve, on le reverra plus jamais à un bon niveau, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas intérêt à garder le jeune, quoi ? Je ne sais pas. On peut partir dans les deux cas, hein, pour le coup, côté Sixers. Mais on peut aussi partir sur... on l'utilise en tant que asset de trade, quoi. Mais là encore, vu que le salary cap est bouché aux Sixers, certes,
tu pourrais pas avoir un retour à la hauteur de tes espérances. Imaginons, on se dit, on va utiliser Ace Bailey ou le pick numéro 3 dans un échange pour aller chercher 2 top 3&D, par exemple. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, pour aller chercher KCP et Goga Bitadze ou un truc comme ça. Je dis n'importe quoi. Hein. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, si c'est des bons 3&D, ils vont être cher payés. Donc, certes, tu as les atouts pour convaincre Orlando, par exemple. Un pick numéro 3, c'est génial. Mais toi, tu n'auras pas forcément la place d'encaisser les 20 millions de KCP, par exemple. Donc, c'est un peu la limite et le problème des Sixers. C'est que si tu veux utiliser ce pick comme valeur d'échange, la valeur du pick peut faire que tu as de bons joueurs en échange, mais peut-être pas la capacité d'encaisser leur salaire. Si c'est des bons joueurs, ils ont des gros salaires. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, le trade de Tatum est particulier, nous dit Nathan, parce que Boston était déjà une bonne équipe. Donc plus d'intérêt à aller chercher le fit que le talent pur. Oui, c'est vrai en un sens. C'est vrai en un sens. Mais bon, comme dit, hein, Fultz, on n'oublie pas. Chez Envergure, ils sont pas chauds sur Ace Bailey. Bah, en fait, le problème, c'est que d'après ce que j'ai vu de très loin, pour moi, c'est dis-moi ce que tu penses de Ace Bailey, et je te dirai quel est pas ton niveau d'évaluateur, mais comment est-ce que tu vois le basket un peu aussi. Parce que Ace Bailey, certes, c'est un jeune, certes, il est grand, certes, il shoot bien, et un aspect. En fait, il y a un peu un aspect Michael Porter Jr. 2.0. Et encore. Je pense que Michael Porter se développe quand même plutôt pas mal, même très très bien par rapport au pire scénario qui pouvait exister, mais il y a un aspect de, certes c'est un grand qui shoot, ça veut pas dire que c'est Kevin Durant pour autant, parce qu'il n'y a pas le dribble, nécessairement il n'y a pas le drive, et qu'une star c'est pas juste du pull-up. La star c'est pas que de faire du pull-up à 2 points, pull-up à 3 points, ça c'est un peu le côté highlight. Mais une vraie star, c'est un mec qui est capable d'aller au panier, de générer des tirs de bonne qualité. Si t'es juste un mec de pull-up, bon bah t'es juste un tough shot taker, quoi. T'es pas du tout une star. Donc il n'y a pas le côté dribble, il n'y a pas trop le côté drive, il n'y a pas trop le côté cérébral aussi, d'après ce que j'ai compris, niveau passing et cérébral. Donc on est plus proche d'un Michael Porter Jr. 2.0 que d'une vraie méga star, quoi. Donc ouais. En plus, il fait 6-7 et pas 6-10. Ah oui, d'accord, les fameuses mesures américaines au niveau de la taille, où on se rend compte au niveau du combine que, ah mince, lui, il fait pas 6-10, il fait 6-7, ouais. Effectivement. Donc bref, Sixers intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas ce qu'ils en faire. Garder le pic, mais ça ne va pas forcément aider l'an prochain, ou alors tenter de l'échanger. Ou alors, est-ce que, même carrément, est-ce que tu peux te dire, je sais pas, est-ce que tu proposes pas genre un package maxé plus le pic contre Devin Booker? Je sais pas. Ça peut se tenter. Ou alors, même mieux, tu dis, on offre le contrat un peu boulé de notre ami Paul George. Si Paul George, si t'as pas confiance dans le fait qu'il revienne en forme, est-ce que tu pourrais pas changer genre Paul George plus Ace Bailey ou le pick numéro 3, une sorte de package gros salaire plus gros attrait vers une équipe qui te donne en retour soit une star, soit des top role players ou des trucs du genre, quoi. Donc ça peut être aussi une possibilité d'utiliser un peu ce pic pour faire passer la pilule de Paul George, mais ça me paraît quand même une utilisation un peu non pas surfaite, mais voilà, salary dump un Paul George, ça peut se faire plus facilement et sans avoir besoin de dégainer la carte du 3e pick. Tu peux le faire avec un first pick un peu plus normal, je pense. Donc ouais. Ouais. Bref. Et après non, j'essaie de réfléchir par rapport aux 14 000 tweets que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que j'oublie des aspects par rapport à tout ça, par rapport à aujourd'hui? Je ne crois pas. À quelle heure il est? 13h15. Bah dis donc, on a bien parlé. On a bien parlé entre le complot et le marché. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est un peu ça. On peut finir par ça. Mais il y a un aspect pour moi qui est assez évident de finalement le marché de cet été. Il va être sacrément costaud. Je pense que ça va se finir la saison mi-juin pour les finales NBA. On sait pas avec qui d'ailleurs. Peut-être Wolves, peut-être 4 contre Randle, ça va être marrant. Mais attendez-vous à ce que ça commence à dégainer à partir de mi-juin, fin juin, parce que c'est le début de la saison officielle. Officiellement, c'est le début de la nouvelle saison. À partir de là, les trades sont de nouveau autorisés quand la saison est officiellement terminée. Donc je pense qu'il n'y aura pas que cet été, il n'y aura pas que le mois de juillet, il n'y aura pas que la free agency, il n'y aura pas que des échanges en juillet. Je pense que ça va peut-être dégainer des trades avant le mois de juillet, avant la draft même, pourquoi pas, parce que là encore, on rappelle, un pick a forcément plus de valeur quand c'est une valeur théorique
que quand c'est un joueur. C'est plus attirant de dire aux Bucks, tiens, on te file le pick numéro 2, plutôt que de dire, tiens, on te file Dylan Harper. Parce que l'équipe en face, les Bucks, ils ont envie de choisir qui ils veulent. Donc ça a toujours plus de valeur, un pick non utilisé. Donc ouais, entre ça, plus l'aspect aussi de... Il y a des player options, il y a des options, des team options ou des player options qui vont ou pourraient être levés que fin juin. Je pense à Fred VanVleet par exemple, je pense à des cas comme ça. Il y a peut-être des équipes qui vont vouloir dégainer avant que par exemple les Rockets ne soient en position de faire le trade de Giannis. Si les Rockets ils peuvent décider pour VanVleet que le 29 juin, peut-être que si t'es les Spurs, t'as envie de dégainer avant ça. Tu te dis non, nous on a nos contrats déjà assurés maintenant, on a les cartouches maintenant. On le fait dès le lendemain des finales, quoi. Ça peut arriver. Mais bref, voilà pour ça. Je pense qu'on va se quitter un peu là-dessus. J'espère que j'ai pas manqué trop de vos messages. J'ai surveillé, mais toujours un peu compliqué de faire ça tout seul, de surveiller en même temps. Le tweet pré-draft et collector. Pré-loterie, tu veux dire, ouais. Mon tweet pré-loterie, c'est ça ? Je ne sais pas. Il y aura des live scouting, je pense pas. Peut-être des podcasts scouting, si j'arrive à en faire. Sans doute sur Cooper Flag, à peu près sûr. Dylan Harper, je vais essayer aussi, mais il faut que je voie les matchs, ce qui n'est pas le cas encore totalement pour Dylan Harper. Mais voilà, bref, voilà pour cette quotidienne un peu atypique. En playoff, d'habitude, on parle des matchs. Aujourd'hui, j'ai pas pu voir les matchs, donc on va pas parler des matchs. Merci à tous, c'était très sympa. Et puis, on se dit donc soit à ce soir, si Azad et Baptiste sont chauds, soit sinon à demain pour parler des matchs de demain. Donc voici, merci à tous, ciao!